Correct. We're ready? Go team go. Ouais, on est unmute. Jenny, give us the countdown. Jenny? Alors, bonjour et bienvenue à tous à cette petite mini-conférence sur les sciences ouvertes sur CIUM, de santé ouverte au service de la recherche sur le vieillissement. Juste pour confirmer que vous entendez bien en ligne. Est-ce que quelqu'un peut le confirmer? Jenny, est-ce que tu peux faire un thumbs up dans le chat avant qu'on débute et que les gens... Okay, on va assumer que le silence est que vous entendez, mais ça, c'est peut-être pas une bonne façon de le faire. Est-ce que tout le monde nous entend? Il y a une notification que Oui. quelqu'un. OK. OK. Alors, cette petite mini-conférence est dans le... C'est correct? Est dans le cadre de la semaine de la mission universitaire et nous sommes très contents de participer. Je me présente, mon nom est Julie Poel, je suis directrice générale des sciences ouvertes ici au CRIGM et co-directrice de la plateforme ADAMI dont Lune Bellec va vous parler dans quelques minutes. Avant de débuter, puisque vous êtes plusieurs en ligne et qu'on aimerait rendre cette session un peu interactive, juste de vous dire de n'hésitez pas à poser des questions en ligne, soit en écrivant des messages dans le clavardage ou en levant la main. Il y a Jenny qui regarde le Zoom en ligne. Alors, pour débuter, je vais introduire le Dr Uri Monchi. Dr Uri Monchi est directeur scientifique du CRUGM et co-directeur de l'initiative des sciences ouvertes ici au CRUGM. Il nous parlera de la mise en œuvre de la science ouverte au CRUGM, ainsi que quelques projets concrets sur lesquels nous travaillons actuellement. Okay. Merci Julie. Bonjour tout le monde. À la fois, merci d'être venu, soit en personne, soit en ligne. Prochaine diapo aussi. Alors, je vais vous rappeler brièvement la mission, la nouvelle mission et vision du centre qui a été établie il y a un peu moins de 2 ans, un peu plus d'1 an maintenant. Donc, la nouvelle mission est de mieux comprendre les parcours de vieillissement à partir d'une vision holistique des interactions entre le corps, le cerveau et l'environnement, et développer des solutions innovantes favorisant la santé et le bien-être des personnes aînées. La vision est d'être un véhicule de changement visant l'épanouissement des personnes aînées à travers ses recherches et le développement de savoirs basés sur une approche intégrative de la santé durable. En fait, notre programmation scientifique répond aux enjeux soulevés entre autres par l'OMS en identifiant les déterminants du mieux vieillir et les facteurs de risque modifiables associés au déclin des aptitudes fonctionnelles, puis en développant des interventions durables pour améliorer la santé et le bien-être des aînés, en prenant en compte, bien sûr, les expériences de celles-ci. Alors, pour répondre à cette vision et cette mission, on s'est répartis en 5 thèmes de recherche, 3 thèmes principaux, les neurosciences du vieillissement, les trajectoires du vieillissement et les interventions et santé durable, et 2 thèmes transversaux, la santé numérique et l'innovation sociale. Alors, quelques petits détails sur chacun d'eux. Les neurosciences du vieillissement visent à faire avancer les connaissances scientifiques fondamentales et cliniques sur les cerveaux et le vieillissement. Alors, on y retrouve le vieillissement cognitif et sensorimoteur, les troubles neurologiques, notamment les maladies neurodégénératives, le langage et la communication, avec aussi les AVC. Les trajectoires du vieillissement vise à identifier les facteurs qui influencent les trajectoires du vieillissement et l'expérience des personnes aînées. On retrouve les déterminants de la santé, comme les habitudes de vie, l'environnement, les transitions de vie, par exemple le passage à la retraite, et de nombreux syndromes gériatriques. Finalement, intervention et santé durable, on y retrouve qui vise à développer, évaluer et implanter des interventions intégratives et personnalisées dans une optique de santé durable.
On y retrouve beaucoup d'interventions non médicamenteuses qu'on peut qualifier d'éco-biopsychosociales. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'intérêt pour des interventions médicamenteuses aussi. La neurostimulation avec plusieurs approches, de la stimulation magnétique transcrânienne, de l'ultrason focalisé, et surtout des approches intégratives. On va essayer de tester les combinaisons d'approches. Prochaine diapo. Alors, les deux thèmes transversaux, la santé numérique, qui vise à accélérer la recherche en santé numérique et en sciences et génie des données, avec des travaux de modélisation et simulation, de l'intelligence artificielle et sciences des données, dont on va parler un peu aujourd'hui, de l'analyse de données de capteurs, de la neuroimagerie et de la télémédecine. Finalement, l'innovation sociale qui vise à favoriser l'innovation sociale par le développement et le maintien d'écosystèmes de recherche s'appuyant sur des approches participatives. Avec des recherches participatives, des laboratoires vivants, on en dirige plusieurs ici au centre de recherche, et on est aussi, comme vous l'avez, pour ceux qui ont assisté à l'événement, on est aussi un beachhead envisage MedTech Plus pour les interactions entre le centre de recherche, les compagnies et des milieux preneurs. Prochaine diapo. Alors, où est-ce que la science ouverte rentre là-dedans? Il faut savoir que la science ouverte est une priorité stratégique du centre de recherche et qu'on a aussi l'année dernière rentré dans ce qu'on appelle l'Alliance TOSI. Alors l'Alliance TOSI, c'est le Tannenbaum Open Science Institute qui est basé à l'Institut neurologique de Montréal, mais qui est une alliance de, pour l'instant nous sommes, je pense, 9 centres de recherche liés avec une grande composante de neurosciences qui ont adopté les principes de science ouverte. Ça inclut des centres de recherche au Québec, il y a le Neuro, le Douglas, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Alors, l'objectif des sciences ouvertes au CERUGM vise à promouvoir les principes de la science ouverte au niveau local et à travers nos réseaux. Personnellement, je vois deux types de livrables. Un qui est plus, on va dire technique, c'est pas le bon mot, mais qui vise à créer une plateforme pour le partage des données et aussi à créer une banque de données institutionnelle du CERUGM, dont l'une va vous parler tout à l'heure. L'autre partie, c'est aussi peut-être un peu plus lié aux sciences sociales, c'est de créer, ou à l'innovation sociale plutôt, c'est de créer une communauté engagée en faveur de la science ouverte, en co-créant des connaissances à travers la science participative et les laboratoires vivants du CERUGM. Prochaine diapo. Alors, l'équipe, elle est là. Donc, l'une dirige l'initiative avec Julie qui gère toute l'équipe. On a Jenny ici. Moi, je suis surtout un représentant. Et Basile pour tous les aspects techniques et autres. Prochaine diapo. Alors, les faits saillants, donc, dans un premier temps, on a, avec le comité SO-CERUGM, nous avions travaillé sur les principes directeurs de sciences ouvertes. On travaille, il y a aussi un aspect sur lequel on travaille ensemble, c'est la formation et le partage des connaissances. Les partenariats, on en a un peu parlé dans le deuxième aspect dont je parlais tout à l'heure. Et bien sûr, on travaille activement sur un plan de gestion des données, à la fois d'un côté technique et d'un côté légal, administratif, si on peut dire. Prochaine diapo. Alors, juste pour revenir sur les principes directeurs,
Il y a un principe de diversité et d'inclusion, qui vise à maximiser l'engagement des diverses communautés, autant dans la conception et dans la mise en œuvre de la recherche. L'accès libre rend les résultats de la recherche aussi largement disponibles que possible, y compris les données, les informations et la mobilisation des connaissances. Propriété intellectuelle ouverte dans la mesure du possible, encore une fois, qui vise à minimiser les barrières juridiques à la diffusion des résultats et des bénéfices de la recherche. Durabilité et pratique éthique, équilibre entre l'adoption de la science ouverte et la nécessité de protéger la vie privée des participants, ainsi que de limiter la contrainte potentielle des nouvelles exigences imposées aux équipes de recherche. Et finalement, collaboration ouverte, maximiser les synergies avec les partenaires à l'intérieur et à l'extérieur du CIRE-IGM, y compris dans d'autres disciplines, l'industrie, les politiciens et les citoyens. Prochaine diapo. Alors, on a déjà commencé des activités de formation et de partage des connaissances. On a eu des conférences en sciences ouvertes organisées par les postdocs et les étudiants du CIRE-IGM, qui vise un apprentissage collaboratif des savoirs et des pratiques de la science ouverte. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En partenariat avec le vice-rectorat aux études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal, on va créer un cours de 1 crédit offert à tous les étudiants et étudiantes de l'UDM. Je tiens à souligner ça parce que ce n'est pas facile d'avoir des cours interfacultés à l'Université de Montréal d'habitude. Et ce cours, si tout marche bien, sera donné à l'automne 2026. Alors, finalement, les partenariats. Alors, on a développé récemment un partenariat avec Ivado dans le cadre d'Envisage, dont l'idée, c'est de développer des solutions favorisant le vieillissement en santé, basées sur une approche de laboratoire vivant en partenariat avec Ivado. C'est dans le cadre du budget d'Envisage dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a aussi un partenariat avec le Bureau de recherche de développement et de valorisation à l'Université de Montréal pour implémenter les principes et les cadres de sciences ouvertes à l'échelle de l'université. On travaille aussi en collaboration avec le Fonds de la recherche Québec. On travaille, ça tombe bien aujourd'hui, dans le cadre de la mission universitaire, avec l'équipe de la mission universitaire, j'ai vu Marie aujourd'hui, pour voir si on peut collaborer pour établir de nouvelles politiques de partage de données. Et on espère créer un tel partenariat avec CAP. Alors, à long terme, on va continuer à développer et à élargir nos collaborations avec les réseaux cliniques, universitaires et gouvernementaux. Et le but, c'est de renforcer notre mission et vision de recherche au service du bien-être des aînés, de la société à travers une recherche plus collaborative, transparente et accessible. Alors, je tiens à vous remercier tous et surtout les différentes personnes qui contribuent au financement de SOCIAL-EU ou de Sciences Ouvertes CIRE-IGM que vous voyez sur la diapo. Merci à toutes et à tous. Je peux prendre des questions si vous en avez. On a effectivement quelques minutes pour des questions, s'il y en a. Est-ce que vous, en ligne aussi, si vous avez des questions? Parce que c'était très clair. C'est un bon signe. Alors, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, on va aller à la prochaine présentatrice. Ça va, Jenny? Oui, OK. Alors, la prochaine présentatrice est la docteure Lune Bellec. Elle est co-directrice scientifique de l'initiative des sciences ouvertes avec Monchi, ainsi que directrice scientifique de la plateforme des gestions de données et des partages de données ADAMI, dont elle va vous parler aujourd'hui. Elle dirige aussi l'axe santé numérique au CIRE-IGM. Elle vous parlera aujourd'hui de la façon dont l'innovation en gestion de données au CIRE-IGM peut servir de pont entre les chercheurs et les cliniciens afin de mieux soutenir la recherche et les soins à l'IGM. Merci Julie pour l'introduction. Bonjour tout le monde.
Donc, je vais vous présenter, je vais parler principalement d'une nouvelle plateforme qu'on lance qui s'appelle Adami et dont le but est véritablement de permettre l'archivage et la gestion des données de la recherche sur le vieillissement au centre. Je vais aussi parler un petit peu de comment on souhaite, avec cette équipe, avoir une offre de mise en banque de données de long terme, mais ça, c'est quelque chose qui est en cours de gestation et qui fera notamment l'objet de discussions lors de notre prochaine retraite scientifique. Donc, rapidement, j'aimerais un petit peu vous expliquer quelle est la motivation dans les pratiques concrètes de la recherche au centre qui nous amène à vouloir proposer cette infrastructure. Donc, il y a un certain nombre de pratiques de gestion des données de recherche qui peuvent poser problème sur le long terme et qui sont assez répandues, j'ai envie de dire, au niveau des laboratoires, malgré certains documents cadres qui peuvent exister et qui seraient censés comme interdire ces pratiques-là. Quelque chose qui est assez commun, c'est d'avoir un long délai entre le temps où on acquiert les données et le temps où on va analyser les données. Et ça, c'est dû notamment pour des questions de logistique, parce qu'il faut recruter les étudiants qui font le projet. Ces étudiants ont leurs propres contraintes, ce qui fait qu'on peut avoir vraiment des temps très importants entre la collecte et l'analyse. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des données qui peuvent être détectés que quand on commence à les analyser. Donc, on arrive à des situations qui sont parfois un petit peu problématiques, où finalement, les données sont imparfaites, ou certains aspects des données ne sont pas exploitables à cause de ce délai-là. Quelque chose d'autre qui va être assez courant, c'est de stocker les données dans des cadres qui sont non réglementés. Donc, quelqu'un qui va mettre une donnée sur son laptop personnel, l'emmener, peut-être l'utilisation de services commerciaux de gestion de données comme le Google Drive ou un compte Microsoft personnel, ce qui veut dire que ces données-là sont stockées aux États-Unis et en dehors de tout cadre de réglementation en termes de gestion de données au centre. Quelque chose qui va se passer aussi, c'est que dans le cours de la vie d'un projet, les données vont être analysées de manière multiple, sans véritablement nécessairement de système rigoureux pour identifier les différentes versions qui ont été générées à partir de ces données-là. Donc, ça peut créer des problèmes de reproductibilité, où finalement, on ne sait pas exactement comment la donnée a été traitée afin d'arriver à un résultat scientifique. Et puis, ça pose aussi des problèmes, j'ai envie de dire, de transfert de connaissances au sein même des équipes. Il se peut qu'un futur étudiant, en fait, ne sache même pas finalement quelles données exactement ont été utilisées par un étudiant passé du même laboratoire. On ne parle même pas de collaboration au sein de l'institut, là, on parle de collaboration au sein des équipes de recherche elles-mêmes. Autre problème, c'est que parfois, les méthodes utilisées pour traiter les données ne sont pas bien documentées, pas bien archivées. Il se peut que la personne ait utilisé un logiciel avec des interactions manuelles et n'ait même pas documenté comment ça a été fait. Il se peut aussi qu'il y ait de code de générer de façon à automatiser les traitements, mais que ce code-là soit sur un laptop personnel, sans version et au final jamais archivé et perdu le jour où ce laptop-là est mis à jour par l'étudiant ou l'étudiant qui ont fait les analyses. Un autre souci, c'est qu'en fait, on est censé s'engager à des politiques de rétention de données dans les cadres de projets de recherche, mais dans les faits, il n'y a aucun audit de fait là-dessus, aucune manière de valider que les données sont effectivement conservées dans les délais prescrits. Maintenant, avec le comité d'éthique, on essaie généralement de permettre la conservation des données aussi longtemps qu'elles sont jugées utiles, mais la réalité, c'est qu'en fait, il n'y a aucun mécanisme de contrôle de ça. Enfin, en termes de partage de données, là encore, il y a un cadre qui est proposé par le comité d'éthique et puis l'ATER, mais dans les faits, il n'y a pas d'audit. Les laboratoires ont accès à leurs données, procèdent à des échanges de façon ad hoc. Donc, si quelqu'un collabore avec vous, on partage la donnée. Et puis, au final, il n'y a aucun mécanisme de contrôle, aucune traçabilité de la façon dont les données sont partagées. Donc, tout ça, moi, j'appelle ça le chaos des données. Et ce qu'on essaye, c'est d'arriver à d'autres techniques de gestion qui suivent globalement les pratiques. Le terme, ouais, en fait, j'ai appuyé sur le bouton et ça ne fait rien, donc je pense qu'il va falloir appuyer, c'est ça.
Le terme, c'est les techniques d'opération des données, DataOps de façon raccourcie, et on va préparer, valider et partager les données selon les principes FAIR, donc qui permettent de trouver les données vont être réutilisables, vont être interopérables, vont être accessibles, et ça en continu. Donc typiquement, on essaie de réduire le temps qui se passe entre le moment où on génère la donnée et puis le temps où on va la préparer, la valider et potentiellement la partager, même avant même d'avoir fini la cueillette de données. On veut avoir une possibilité d'un accès simple et fiable aux données, avec des délais qui sont raisonnables et une traçabilité de ces accès-là. On veut aussi des données qui soient prêtes à l'analyse. Donc, idéalement, les gens qui voudraient faire des analyses statistiques, on voudrait leur proposer des formats de données qui suivent les meilleures pratiques et qui puissent être immédiatement embarqués, par exemple pour un projet d'intelligence artificielle avec Livado. On souhaite d'ailleurs, c'était mon point numéro 3, paf, on peut pouvoir tracer et contrôler les accès tout au long du cycle de la vie des données, pas juste à un instant T. Prochaine diapositive. Donc, on parle un peu d'une révolution de la manière dont on gère les données. On passe de techniques plutôt artisanales, où chaque laboratoire développe ses propres pratiques, à des techniques industrielles où on standardise les outils et on a des outils qui sont plus efficaces. Prochaine diapositive. Donc, les éléments clés pour pouvoir arriver à faire tout ça, c'est évidemment d'automatiser les étapes, d'avoir des outils pour tracer tout ce qui est fait, intégrer la donnée en continu dans les pratiques de recherche, surveiller ce qui se passe pour pouvoir évaluer la qualité, la performance des systèmes qui produisent des données, valider que les données suivent certains standards, aussi bien pour la réutilisation qu'en termes de protéger les données des participants s'il y a des enjeux à ce niveau-là, et enfin avoir des outils pour permettre de collaborer sur la donnée de façon un peu standardisée, avoir des opérations dans le centre pour faire ça. Donc, concrètement, on essaie de mettre cette plateforme en place qui s'appelle Adam et qui va faire tout ça. C'est un peu les mêmes personnes que ceux qui s'occupent des sciences ouvertes. Notez Prosper qui est dans cette liste, qui nous aide à gérer tous les serveurs au niveau du centre et qui participe au travail. Donc, on veut vraiment avoir une offre de service avec comme chiffré, là où il y a un prix pour un certain type de service. Donc ça va inclure le stockage des données locales, sécurisées et redondantes, pour éviter que les gens aient utilisé leur ordinateur personnel. On est en train de travailler avec des méthodes standardisées pour ingérer les données directement avec les plateformes de recherche. Je vais en parler un petit peu après. On veut aussi essayer de développer des outils Internet qui soient assez faciles d'utilisation pour que les gens puissent voir le progrès de la cueillette de données, l'accès, et puis commencer à développer des modèles d'analyse un peu standards que les gens peuvent réutiliser d'un projet à l'autre. Donc, concrètement, on travaille avec l'IRM. Ça fait longtemps, et j'ai envie de dire qu'on a quelque chose qui est en place et qui marche bien. On est en train de travailler avec le GIM pour commencer à faire ça. C'est notre premier gros projet là, de l'automne. On a démarré les discussions avec l'appartement intelligent et toute une série de senseurs, en fait, au-delà de ça, notamment avec Tomata. Et puis, il va y avoir la plateforme de neurostimulation aussi et la plateforme de sommeil qu'on aimerait intégrer à terme. Donc, c'est certain que ce n'est pas toutes les données du centre, mais ce serait déjà un certain nombre de données complexes et très utilisées par différents projets de recherche. À terme, en fait, on veut que ces outils de gestion de données nous permettent évidemment le partage au sein de notre communauté, peut-être au-delà. Et puis, ça, c'est ce projet-là, ça s'appelle Caribou. Caribou, à terme, on aura une gouvernance. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on travaille. Il y a plein de gens qui vont participer à ça. Donc, il y a plein d'enjeux. On va en discuter. On va trouver une super structure où tout le monde sera content. Ce qu'on offrira, c'est le stockage local redondant, mais maintenant de long terme. Dès lors qu'on ingère une donnée, on garantit de la conserver sur une longue durée. On va aussi avoir une gouvernance transparente des données, où si les gens veulent pouvoir donner leur accord avant que quelqu'un accède aux données, on aura une procédure pour ça. Et puis, essayer d'avoir des bonnes pratiques de cybersécurité et puis des garanties formelles de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi ça marche bien.
pas juste le dire, mais aussi avoir des démonstrations. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. On voudrait que cette offre de stockage de données puisse être interfacée avec d'autres joueurs au niveau national, notamment la plateforme en neurosciences ouvertes ou des plateformes de gestion de données telles que Lunaris ou l'Alliance de recherche digitale au Canada. Donc, il y a des enjeux évidemment éthiques. On ne peut pas juste mettre nos données ouvertes à tout le monde, mais on peut rendre notre plateforme interopérable avec ces services pour qu'au minimum, ils puissent découvrir quelles données on a, et que quand la donnée peut être partagée, il y ait une procédure claire et facile à mettre en œuvre pour effectivement pouvoir y accéder. Et puis, voilà. Évidemment, ça, moi, je vous explique un petit peu ce qui est fait pour l'infrastructure de recherche ici, mais on veut vraiment pouvoir s'interfacer avec la totalité de l'écosystème. Donc, différentes plateformes, le Caribou, mais derrière ça, c'est aller travailler avec la clinique de la mémoire IUGM. Et il y a beaucoup de travail qui est fait notamment par Julie Boyle pour essayer de faire qu'on ait des données collectées dans le cadre de la clinique qui pourraient être intégrées dans le cadre de la recherche en même temps. Donc ça, c'est un gros enjeu, mais ce serait vraiment un développement très positif pour le centre, mais aussi aller en fait recueillir des données directement chez les gens au moyen de capteurs pour pouvoir identifier des personnes en situation de fragilité dans tout le quartier Côte-des-Neiges et pas juste des participants engagés dans le cadre d'un projet de recherche. Alors ça, c'est ambitieux, mais on est bien positionné pour le faire avec des experts tels que Milan. Voilà. Pas de pression. Voilà. Juste en passant, en fait, une partie de cette infrastructure est déjà déployée à 3 hôpitaux au Canada. En fait, la même équipe en fait, est impliquée à l'hôpital Sainte-Justine, à l'hôpital des enfants malades à Calgary et à l'hôpital des Sick Kids à Toronto. On vient de déposer une demande pour étendre ça dans le domaine du vieillissement en ajoutant le CRUGM, le Rothman à Toronto et le versant vieillissement finalement de Calgary, pas juste les enfants. On croise les doigts que ce truc-là soit financé, mais ça veut dire en fait on collabore avec des ingénieurs à l'échelle nationale pour renforcer nos outils. Donc c'est vraiment tout l'outillage est un outil basé sur des outils de la communauté, pas juste des petites solutions que nous on fabrique dans notre coin. Et on espère qu'à terme on puisse vraiment avoir une alliance nationale pour avoir une infrastructure robuste et partager le coût de maintenance de cette infrastructure. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais. Est-ce que j'ai une autre diapositive? Oh, une conclusion. Donc, ensemble, on va vraiment améliorer la gestion des données au CRUGM et on espère pouvoir assembler une cohorte qui soit à la fois recherche et clinique et pouvoir travailler évidemment avec vous, les gens de l'ADER, pour rendre ce rêve une réalité. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Lune. C'est sûr que ça fait rêver, surtout ici au centre. Mais c'est clair qu'on va faire ça en communauté et avec la collaboration de tous et tous, incluant des gens ici dans la salle, mais des gens qui ne sont pas dans la salle. Est-ce qu'on a des questions autour de la table? On a une question à Lynn. Ah, super, allez-y. Lynn, s'il te plaît, pouvez-vous préciser votre définition de données? Ah, bonne question. Ah, alors ça, c'est intéressant, oui. Alors, c'est vrai que nous, tout ce qu'on a, au final, c'est digital et quantitatif. Alors, on peut avoir des rapports du texte, là, mais c'est n'importe quoi qu'on peut archiver de façon digitale. Donc, on essaye en fait d'interfacer différents outils commerciaux, par exemple un IRM produit par la compagnie Siemens, avec des formats de données qui soient ouverts et établis par la communauté de recherche. Donc, on fait ce point-là. Donc, du moment qu'on peut le mettre sous ce format-là, nous, on peut l'archiver. Mais il faut qu'on soit capable de récupérer la donnée et de la transformer dans un format réutilisable. Maintenant, on parle de données collectées dans le cadre de protocoles de recherche. On ne parle pas, par exemple, d'aller nécessairement travailler avec les données de l'hôpital ou des rapports de médecins qui ont été écrits à la main, là. Peut-être qu'à terme, on pourrait essayer de s'impliquer là-dedans, mais ce n'est certainement pas sur la feuille de route de court terme. J'espère que ça répond à la question. Je rajoute à la question. Oui. Je me demande si la personne pouvait penser aussi aux échantillons, genre du sang. Ah, mais oui, tu as raison. C'était probablement ça la question. Il y avait deux. Alors,
très bon point. Évidemment, on collecte ce type d'échantillons biologiques au niveau du centre. Pour l'instant, l'infrastructure est complètement séparée de ce dont je parle. Moi, en fait, c'est vraiment tout ce qui est données digitales. Au niveau de la gestion des échantillons biologiques, ça se fait avec Manon et puis d'autres personnes. Effectivement, dans la mesure où ces échantillons-là sont collectés sur les mêmes individus, on va vouloir lier tout ça, mais petit angle mort dans notre stratégie. Merci de l'avoir soulevé. Je vais faire des pauses sur ta réponse. On est en cours d'enlever cet angle mort. D'accord. On va y faire. Merci beaucoup pour la collaboration, c'est très intéressant. Ma question, c'est parce que de collaborer avec un banque de données comme ça, c'est une belle opportunité d'éducation, d'apprendre sur des best practices, mais en pratique. Je me demande s'il y a un côté aussi formation, éducation, ou si ça va être avec les cours qui va être fait. Tout à fait. Donc, en fait, quand on va travailler avec une plateforme, il y a deux phases. C'est un, connaître quelles données ils ont et comment on les valide. Et ça, nous, on a des gens dont c'est le travail qui vont mettre en place des processus automatisés avec des outils un peu, tu sais, comme... oh, je perds mon français, c'est une catastrophe. Conviviaux. Après, on forme des personnes de ces plateformes-là à les utiliser. Et après, c'est à leur charge de pouvoir expliquer aux différents usagers de la plateforme comment ces données-là peuvent être après téléchargées, réutilisées. Et puis, on espère définitivement pouvoir mettre en place des ateliers, travailler notamment avec Ali à terme. Tu sais, si on a des interfaces, que toi, tu puisses intégrer ça dans les cours que tu donnes en statistique, et puis que ça ne reste pas en silo au niveau de l'équipe, absolument. On a eu une question sur Aurir précédemment, qui est arrivée pendant la présentation de l'une. Pouvez-vous élaborer comment l'initiative Beachhead MedTech Plus pourrait être alignée au cadre de SOCLGM? En fait, On est déjà très alignés. ouais, donc, il y a Envisage finance deux choses. Il y a le Beachhead ici, qui est pour des technologies presque prêtes au déploiement commercial, et c'est vraiment dans une perspective de validation dans un milieu preneur. Par ailleurs, il y a une initiative Envisage pour Ivado, qui est distincte et qui souhaite prendre des technologies qui sont assez précoces, plus une preuve de concept, et les emmener au niveau de préparation pour faire de la validation en milieu preneur. On a fait une alliance formelle, on a signé un document, on a maintenant un comité joint pour évaluer ces demandes, et puis je siège au comité avec Nathalie Bière qui dirige le Beachhead, justement pour pouvoir identifier des opportunités et potentiellement commencer à voir est-ce qu'on ne pourrait pas générer de la donnée qui irait dans le caribou via ce type de projet aussi. Donc définitivement, c'est sur notre radar. Bon, ce type de projet, c'est assez long à monter, là, donc il n'y a pas d'initiatives concrètes et de bons coups à rapporter encore, mais on espère que c'est en gestation. Tu peux faire un commentaire aussi, sinon. Oui, c'est juste, je veux dire, l'une a donné tous les détails, mais moi, peut-être à un plus haut niveau, ce que je veux rajouter, c'est que ces interactions, ces échanges de connaissances entre la recherche, l'industrie, les milieu-preneurs, Ivado, etc., on voit ça comme de la science ouverte en soi. Exact, c'est un bon point. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de conversations entre l'équipe Envisage, Beachhead et les sciences ouvertes ici. On travaille très prochement pour travailler ensemble. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Ceux qui font, c'est de la science ouverte. Oui, on a aussi une précision pour la question des données. Je veux dire, les données contiennent-ils des informations personnelles ou santé ou services sociaux? D'accord. Alors, typiquement, on essaye de limiter le niveau de risque lié à ça. Maintenant, enfin, comme c'est des données riches, au final, elles sont personnelles. Et typiquement, elles sont aussi protégées. Et on l'espère mieux que dans nombre de scénarios actuels où ça va être géré de façon un peu ad hoc. En termes de données cliniques, en tant que telles, typiquement pas. Dans un projet de recherche standard, l'équipe elle-même acquiert sa propre donnée directement avec l'individu. Maintenant, on essaie d'établir des ponts et que certaines données cliniques vont être intégrées dans le projet de recherche directement et on aura un cadre légal et éthique sur lequel Mylène Aubertin travaille très fort depuis très longtemps, avec d'autres partenaires.
Ok, je pense que juste est-ce qu'il y avait parce que juste dans l'intérêt du temps, on va pousser parce que je vais avoir du temps aussi pour la table ronde à la fin. Je peux juste faire un add-on peut-être pour répondre à la personne. La donnée riche personnelle, elle va être transformée en données impersonnelles. Je prends l'exemple de la date de naissance. On ne collectera jamais la date de naissance, mais peut-être l'année seulement et pas le mois et le jour parce qu'elle ne nous intéresse pas, ce qui diminue le niveau de personnalité et diminue les biais de droits personnels. Donc, c'est ce genre de travail qu'on va travailler sur les droits et les services pour arriver à une donnée qui est la plus ouverte possible, tout en respectant la protection des données personnelles. Mais oui, ça va être collecté, mais avec ce grade-là, définitivement de granularité. Et pour rebondir sur ce que tu dis, quand je parle de validation des données, c'est notamment à ça que je pense. Ouais. On va juste, c'est super qu'il y a tellement de questions. Je trouve ça encourageant que les participants en ligne et dans la salle, c'est clair que c'est un point, il va falloir refaire possiblement une autre séance. Mais c'est clair qu'il nous reste des choses à clarifier ensemble. Alors, la prochaine présentation est du docteur Thomas Tanou. Thomas, il est professeur adjoint à la clinique, à la faculté de médecine, chercheur en émergence au CERUGM et gériatre à la clinique externe de l'UGM. Il aide à diriger un projet innovateur au sein du CCSMPL, ça c'est mon opinion, où les cliniciens, dont il y a le docteur Villapando ici aujourd'hui, les chercheurs, administrateurs unissent leurs efforts afin de rendre l'unité d'IRM du centre accessible aux patients de l'UGM, dans le but d'améliorer la qualité des soins ainsi que rendre les nouveaux médicaments de la maladie Alzheimer accessibles aux patients éligibles. Thomas. Merci. Merci Julie, merci pour l'invitation. Donc peut-être effectivement, on va avoir une discussion à la fois un peu plus macro sur la question de la science ouverte, puis on va prendre l'exemple des traitements innovants pour rendre ça un petit peu concret. Selon les habitudes que vous avez, vous savez plus ou moins que notre population vieillit, et ce qui vient avec le vieillissement de la population, c'est un certain nombre d'enjeux dans notre système de santé en termes de gestion des priorités. En tant que gériatre, Emmanuel est là aussi, on est face à une augmentation de la démographie, une augmentation du nombre de patients qu'on va devoir voir et de stratégies de prise en charge qui sont aussi un certain défi pour concilier à la fois l'évolution des besoins de santé de cette population vieillissante et le souhait autour du vieillissement à domicile et d'un accompagnement ambulatoire. Dans ce contexte-là, on sait que notre population vieillissante, elle est faite d'un continuum allant de personnes qui sont plus ou moins robustes à des personnes plus ou moins fragiles, voire dépendantes. Quand on parle de fragilité, souvent on pense au bas du cadre que vous avez ici, mais en fait on est vraiment dans une logique de continuum allant de la robustesse jusqu'à la dépendance pour tous les aspects de la vie quotidienne. Et évidemment, plus on est bas dans le tableau, plus c'est difficile de remonter. Donc, notre objectif principal est, parmi la courbe de vieillissement de la population que je vous ai montré avant, en tant que gériatre, on a vraiment un objectif de favoriser le fait que le plus possible de personnes restent quelque part entre 1 et 4 et que ceux qui sont en dessous essayent de ne pas descendre, voire de se stabiliser, idéalement de remonter, mais en tout cas de se stabiliser. Ça nous amène à avoir besoin, dans nos évaluations globales, dans nos pratiques cliniques, de regarder non pas simplement ce que les personnes perdent, c'est-à-dire la notion de fragilité, mais aussi ce que les personnes sont toujours capables de faire, soit seules, soit avec leur environnement. Donc, en fait, d'un terme qui a été pendant longtemps celui du paradigme de la fragilité, on parle de plus en plus de la notion de capacité intrinsèque, c'est-à-dire regardons tout ce que notre patient est capable de faire bien ou moins bien, seul ou avec de l'aide, et réfléchissons à partir de là en termes de cognition, mais aussi de locomotion, de capacité auditive, etc. Un exemple simple, on a quand même du mal à mémoriser ce qu'on n'a pas entendu. Donc à partir de là, on a besoin d'avoir cette vision un peu globale. C'est ce qu'on fait dans nos pratiques gériatriques et qui nous amène à intégrer les différentes les différentes compétences de la personne dans son organisation de vie quotidienne et identifier à partir de là ce qu'elle sait faire et ce qu'elle sait moins faire et voir comment on peut soutenir.
Ça, c'est le b.a.-ba de la pratique gériatrique, on va dire. Et il faut que je vise Jenny pour que ça fonctionne. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, par exemple, dans le secteur des neurosciences, mais on sait que ces capacités intrinsèques, elles ont un rôle, toutes, puisque dans l'exemple de la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neuroévolutive, neurodégénérative, on sait que la neuroinflammation contribue à l'évolution de la maladie, et on sait aussi que une arthrose chronique, un diabète, une insuffisance respiratoire, l'ensemble contribue à cette inflammation et donc contribue au processus évolutif de la maladie. À ce titre-là, quand j'évalue mon patient en pratique clinique, non seulement je vais évaluer ses capacités cognitives, mais si je veux l'accompagner, par exemple, dans sa maladie d'Alzheimer, j'ai besoin de connaître toutes les autres composantes de son fonctionnement pour savoir qu'est-ce que je vais pouvoir soutenir, où je vais pouvoir avancer, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer pour que mon patient reste fonctionnel à domicile. Et pour trouver cette balance, on s'intéresse à ce qui compte le plus pour nos patients, quelles sont les valeurs qui vont guider, si on a quelqu'un qui veut tous les matins faire le tour de la mare au canard ou quelqu'un qui veut faire des sudoku, on ne va pas avoir la même stratégie et priorisation des enjeux de santé. Jusque-là, vous me suivez? Alors, où rentre la science ouverte là-dedans? La science ouverte rentre dans le fait qu'aujourd'hui, puis ça fait écho aux conversations qui étaient dans la discussion jusqu'alors. Aujourd'hui, un de nos enjeux dans notre pratique gériatrique, c'est le niveau de preuve, le niveau d'évidence scientifique. Pour avoir, et ça a été un paradigme de la science pendant des années et des années, pour avoir un niveau le plus robuste possible de preuve, on va choisir un faisceau étroit, on veut finalement le moins de facteurs de divergence possible, de façon à pouvoir dire, établir un facteur de causalité. Donc, on a un certain nombre d'éléments qui soit n'intègrent pas assez la complexité de nos patients gériatriques. Ça a été un de nos gros défis, ça change petit à petit, mais un de nos gros défis en tant que gériatre, c'est d'avoir pendant des années appliqué notre raisonnement clinique sur la base de choses qui ne correspondaient pas à nos patients, parce que les essais étaient faits sur des patients monopathologiques, donc souvent plus jeunes, et nous, avec nos 18 médicaments chroniques pour nos patients, on ne savait pas bien ce qu'on faisait par rapport à l'essai randomisé en double aveugle. Puis un autre élément, c'est qu'on a, dans ce contexte-là, un certain nombre de tests standardisés qui sont relativement obsolètes par rapport à un certain nombre de données démographiques. Je vous donne un exemple. Un des tests cognitifs les plus connus, le MMSE ou la MoCA d'ailleurs, demande du calcul mental. 100 - 7 - 7 - 7. Les générations qui arrivent, qui font tous leurs calculs avec ça, le 100 - 7 va devenir un défi. Mais est-ce que c'est une perte de capacité cognitive ou est-ce que c'est en fait un changement complet du mode du MMSE qui a été quand même fait en 1976? Donc, entre-temps, on a changé. Citron-clé ballon, c'est plus vraiment des mots évidents pour la plupart des gens. Donc, en fait, il y a vraiment un besoin de remise à jour et d'intégration d'une logique plus moderne qui intègre un certain nombre de paramètres émergents. Et ces paramètres, ils sont autant cliniques que de plus en plus biologiques, notamment parce qu'on comprend aujourd'hui que les processus sont complètement intégrés. On comprend par exemple que la maladie d'Alzheimer n'est pas la même que la Leigh, n'est pas la même que la maladie à corps de Lewy, et qu'en fait, c'est des biologies différentes avec peut-être parfois des syndromes cliniques qui overlappent, mais des explications biologiques qui sont différentes et qui nous permettent d'avoir des stratégies thérapeutiques beaucoup plus ciblées. Pour ça, on a vraiment besoin de moderniser notre approche de la recherche en milieu gériatrique. Et donc, on va y arriver. Hop. J'ai besoin d'aide, merci. Pourquoi est-ce que la science ouverte, elle est importante au CRUIGM? Parce qu'on a une capacité de mobiliser l'ensemble des plateformes, l'ensemble des stratégies pour vraiment transformer, j'ai envie de dire non seulement le parcours, mais presque l'expérience de soins que vivent les personnes aînées. On est capable de générer des données qui soient intégrées entre la clinique et la recherche. Alors oui, ça pose des questions, et c'était les questions posées avant, ça pose des questions de vie privée, ça pose tout un tas de questions. Mais néanmoins, l'intégration de ces données cliniques, elle offrirait aux équipes de soins la capacité d'avoir des rapports beaucoup plus performants. L'exemple de l'IRM 3 Tesla avec des procédures de recherche qu'on a ici qui sont bien plus robustes que ce qui peut se faire dans la pratique clinique courante. C'est l'exemple de la plateforme Ravi,
pour ne pas dire du gym, excuse-moi Mylène, c'était tentant, qui sont aussi au troisième étage ici, puis c'est l'exemple des capteurs que tu mentionnais, l'une dans l'appartement intelligent, avec des capacités de données intégrées qui nous permettent d'être beaucoup plus fins, de créer un environnement qui soit propice aux essais cliniques, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus précoce dans nos détections, et donc, dans les traitements innovants, le lecanemab qui vient d'être accepté sur le marché canadien pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, on veut traiter des patients à des phases précoces. Sauf que ces phases précoces, ce n'est pas quand les gens ont perdu 5 points au MMSE. À ce moment-là, c'est trop tard. Ces phases précoces, c'est plutôt quand ils sont toujours fonctionnels, mais que devant la cuisine, ils hésitent, ils ne se souviennent plus où sont les choses. Donc, en fait, les capteurs en appartement intelligent seraient beaucoup plus fins, beaucoup plus sensibles que nos tests papier-crayon. Donc, il faut vraiment qu'on soit capable d'avoir un environnement beaucoup plus propice à ces innovations et à des innovations dans les interventions. Et parce que ces innovations, elles coûtent aussi de plus en plus cher, on a besoin d'avoir des modèles qui soient prédictifs, qui vont nous aider à cibler le bon patient au bon moment avec la ou les bonnes interventions. Donc, voilà, pour faire simple, on a une continuité, on est capable d'avoir une modification de nos pratiques avec l'infrastructure que l'on a entre la clinique. On a du côté institut des patients qui viennent, pour lesquels on enseigne un certain nombre de données cliniques. On a à l'UNF et on va dire at large des données bio-neuro intégrées là, entre l'IRM, des données de LCR, des données de marqueurs plasmatiques qu'on est capable d'aller chercher. On a au niveau de la plateforme Ravi un certain nombre de capteurs qui peuvent nous permettre d'évaluer les aptitudes plus physiques de nos patients. On a au niveau de l'appartement intelligent des capacités d'évaluer finement le fonctionnement de nos patients. Et on a, il y en a d'autres, hein, mais on arrivait en bas de la diapo, on a le laboratoire du sommeil qui nous permet d'aller chercher un certain nombre de renseignements. Puis on a aussi toutes les plateformes avec des visées peut-être aussi plus interventionnelles. Je pense à tout ce qui va être neurostimulation, je pense à la réalité virtuelle. Enfin, on a énormément de dynamique. Donc, comment ça pourrait fonctionner? On parlait de rêve, l'une tout à l'heure. On peut imaginer qu'avec une visite médicale initiale, on va évaluer un certain nombre de besoins de nos patients, puis on va passer par une plateforme évaluative du CRIUM qui va permettre d'aller chercher toutes ces informations physiques, fonctionnelles, cognitives, etc. Et à ce moment-là, sur la base d'un rapport généré, on va... j'ai besoin d'un petit coup de main de génie. Merci. Ah non, pas aussi loin. Juste... Voilà, merci. On va revenir à la visite médicale de suivi, sur lequel, au lieu d'avoir peut-être une ou deux informations disparates, on aura des rapports organisés qui vont permettre aux cliniciens que nous sommes d'avoir une approche beaucoup plus standardisée et plus robuste, qui va nous permettre de préciser notre diagnostic et le potentiel d'intervention. Ces interventions, ça peut être ce qui existe déjà, tout un tas de soins usuels, incluant aujourd'hui des traitements modificateurs qui arrivent dans le panel. Et puis, ça peut aussi être un certain nombre d'innovations issues de la recherche. Ça peut être de participer à une cohorte d'essais d'intervention en neuropsychologie. Ça peut être de participer à des travaux de nutrition ou d'amélioration de l'audition. Enfin, tout ce qui peut se faire ici en termes de recherche intégrative. Et puis, évidemment, on fait des suivis réguliers et ça nous permet de voir s'il y a une amélioration ou pas et de faire de façon récurrente une réévaluation tout aussi standardisée que la première avec de fait des capacités de points de comparaison sur la base des éléments, j'ai presque envie de dire un peu standardisés qu'on peut avoir dans nos plateformes. Et à ce moment-là, grâce à l'infrastructure, grâce à Adami, grâce à la modélisation que tu proposais tout à l'heure, Lune, bien, on peut être capable
d'avoir aussi le développement d'outils prédictifs et donc non seulement d'améliorer nos diagnostics, mais aussi d'améliorer la prédiction des parcours appropriés pour les patients selon les différentes interventions proposées, celles qui ont marché, celles qui ont moins marché, en ayant cette vision globale. Actuellement, nos défis, puis on y travaille fort, c'est de surmonter les logiques de silos qui sont naturelles dans nos institutions pour avoir une véritable logique d'institut universitaire intégré. C'est évidemment tous les enjeux, puis ça a beau être en une phrase, en fait, je suis bien conscient que cette phrase, elle pèse lourd, mais c'est assurer tous les enjeux de protection des données, tous les enjeux de gouvernance éthique, notamment si on commence à intégrer des données qui sont effectivement personnelles et nominatives dans ce schéma-là. Comment on fait? Où est-ce qu'on segmente pour que tout le monde n'ait pas accès à toutes les informations? C'est assez lourd comme processus de réflexion. L'idée, c'est de favoriser, d'avoir des données standardisées alors qu'elles sont issues de sources cliniques variées. Je te rassure, néanmoins, nos processus cliniques sont désormais informatisés. Nous n'avons plus des notes papier. C'est un progrès. Puis, évidemment, c'est aussi composé avec un certain nombre de ressources limitées, autant en recherche qu'en pratique clinique. Je ne vais pas vous faire ici une présentation des enjeux des SUS ni de la loi 2. Et il y a tout un enjeu de former les chercheurs pour les besoins et les outils cliniques, mais aussi former les cliniciens à la collaboration avec la recherche. Et c'est un enjeu qui est vraiment un mix, puis je pense que ce sera une belle ouverture à notre table ronde tout à l'heure. Donc voilà, pour faire simple et rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, la dynamique de sciences ouvertes au CRU-UGM, c'est vraiment un environnement propice, c'est vraiment une opportunité. Il faut aller par étapes, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire le schéma présenté d'une seule fois, mais on peut aller avec des projets pilotes. On a vraiment l'exemple de l'IRM, de l'approbation du lecanemab par Santé Canada qui nous sert actuellement de levier pour avancer sur ce besoin complexe en allant par cette étape qui est probablement la plus urgente à l'heure actuelle pour répondre aux besoins de nos patients. Voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais. Merci beaucoup, Thomas. C'est une belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on devrait intégrer les questions? S'il n'y a pas de questions, ce que je vais faire, c'est ouvrir la table ronde. Et après ça, s'il y a des questions à propos de ce que Thomas a dit, ça va être très interactif. Soyez patients avec nous. On veut vraiment faire en sorte que tout le monde a la chance de parler s'ils veulent parler. Pression. Dans l'esprit de la science ouverte. On veut vraiment essayer d'être très interactif. Le seul commentaire, c'est bravo. Bravo, super. On va vous demander. Alors, avant de débuter la table ronde, je vais juste présenter deux personnes qui ont très gentiment pris de leur temps aujourd'hui, qui est deux personnes, en effet, que ça fait des années qui travaillent, une chercheuse qui est Mylène et un clinicien qui est le docteur Villalpando. Ça fait des années, en effet, qu'ils travaillent, qui font ce pont entre recherche et clinique, en effet. Et ils vont partager avec nous un peu leur expertise et leur expérience. Alors, je vais juste les introduire. La Dr Mylène Aubertin est professeure titulaire au département des sciences de l'activité physique à l'UQAM et chercheuse ici au CIRUGM. Elle est aussi directrice de la plateforme RAVI dont on a parlé. Son approche transactionnelle met de l'avant la co-construction des parcours de soins, qui bien sûr est une partie importante des sciences ouvertes, des interventions en dyade réunissant la personne aînée et son proche aidant, ainsi que les partenariats avec les réseaux soins afin de promouvoir la mobilité, l'autonomie et la qualité de vie des aînés. Le docteur Juan Manuel Villalpando est directeur de la clinique de cognition ici à l'UGM. Il est co-gestionnaire médical du centre ambulatoire, professeur adjoint de clinique à la faculté de médecine, et chercheur associé ici au centre de recherche. Il est également un collaborateur clé non seulement dans le projet dont Thomas vous a parlé, mais ça fait très longtemps qu'il est collaborateur sur plusieurs projets ici au CIRUGM. Il est aussi un ardent défendeur du rapprochement entre la recherche et la clinique, convaincu du potentiel innovant de cette collaboration. Alors, merci à vous deux et bienvenue. D'ailleurs, en effet, la question que... J'avais plusieurs questions que j'ai mises en place, mais la question que Thomas a posée serait la meilleure façon un peu de débuter cette conversation, Paul Manuel.
Et la question est, dans votre opinion, comment les principes de la science ouverte, notamment la collaboration ouverte, le partage de données, peuvent-ils améliorer concrètement l'interaction entre les cliniciens et les chercheurs? Comment est-ce qu'on peut créer une culture de collaboration qui est un peu plus permanente? Donc, je vais vous donner vraiment ma vision Oui, comme bien sûr. clinicien, bien que je participe au projet, je suis surtout clinicien. Et je veux revenir un peu à la présentation de Thomas, parce que j'ai bien aimé comment il a bien exposé que le va-et-vient de patients entre la recherche et le clinique est pas uniquement utile, mais il est souhaitable, il est vraiment l'idéal parce qu'il peut profiter de ce que les deux offrent. Et de la même façon, l'expérience dans la clinique peut informer la recherche, et l'expérience dans sa participation dans le projet de recherche peut informer la clinique. En effet, une proportion bien intéressante de nos patients sont aussi des volontaires dans vos projets de recherche. Et bien que je ne suis pas chercheur et autre que dans la recherche qualitative, mon impression, c'est que dans la recherche traditionnelle, le patient, le volontaire bien arrive, passe une série d'évaluations qui sont par la suite fusionnées dans des banques de données, évaluées et qui offrent une information intéressante, généralisable sur le sujet de tout. Mais cette approche plus de sciences ouverte permet de retrouver l'expérience de l'individu qui a participé et qui lui permet à ce moment de profiter dans son quotidien, pas uniquement dans le projet, dans le cadre de la recherche, mais aussi dans ses soins tels que patient. Nous, comme cliniciens, nous pouvons, dans ce type de partage de données, avoir accès, comme Thomas l'a bien indiqué, à des évaluations qui ne sont pas accessibles dans la clinique, des évaluations des points, des évaluations plus raffinées, des examens d'image plus détaillés, des examens de laboratoire, qui vont nous permettre de mieux informer notre réflexion diagnostique et notre prise en charge d'un patient. Ça va nous éviter aussi à aller dupliquer de façon nécessaire des informations, des données. Par exemple, les examens de laboratoire qui ont été faits la semaine dernière dans le cadre d'un de vos projets pour aussi informer de la prise en charge de notre patient dans les nouveaux la semaine suivante sans avoir besoin de refaire le test parce qu'on a l'accès à les données. Et ça nous permet aussi de profiter et de peut-être aider à pérenniser l'avantage que le patient a eu de participer dans la recherche. Par exemple, dans des projets comme par exemple Guylaine, il y a des patients de notre clinique qui ont eu une expérience bien intéressante dans des projets d'intervention, des exercices individualisés aux patients, mais le projet est fini. Mais nous, en clinique, nous pouvons renforcer les avantages qu'il a eu dans sa participation et dans des années après que le projet est fini, si on est capable de savoir comment il a répondu et qu'est-ce qu'il a eu comme avantage dans quelques interventions par rapport à d'autres. Donc, ça nous permet de renforcer les avantages qui sont eus pour identifier les désavantages et de savoir que quelque chose qui a été observé en recherche pourrait à ce moment nous aider à éviter une intervention qui a montré une efficacité dans ce cadre d'une situation très spécifique qui était anciennement complètement divorcée de la réalité clinique quand le patient rentrait dans ce centre de recherche. C'est surtout ça qui me vient. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent... Je vois des parce que... En fait, ce qui est assez intéressant, je pense, et qui est novateur dans notre centre de recherche, en tout cas, puis qui devrait être dupliqué, c'est qu'au niveau éthique, quand on fait des projets de co-création d'un point de vue clinique, puis d'un point de vue recherche, on a une petite ligne en dessous qui nous permet d'aller faire le va-et-vient des données de recherche vers la clinique. Et c'est écrit, toute information collectée utile pour le patient ou le participant peuvent être données. Et ça, c'est intéressant parce que là, je suis en train d'implanter maintenant en première ligne et on va faire les retours de nos évaluations, un peu comme vient de le dire Juan Manuel, aux médecins pour que ça leur permette de mieux faire une trajectoire de première ligne tout de suite aux patients. Et c'est une demande directe du médecin et ça a été surprenant de voir comment d'autres éthiques nous ont dit, ben non, vous n'avez pas le droit de partager. Si. Et puis c'est important parce que ça fait des économies, parce que ça fait des choses comme ça. Donc la science ouverte, elle va aussi éduquer à l'importance et l'intérêt pour le patient, pour le système, pour le gouvernement, de ces va-et-vient pour
Parce qu'en effet, un tapis de marche ou une analyse de la marche plus fine, pour les chuteurs, qui sont ceux qui coûtent le plus cher chez la personne âgée au système de santé ou presque, ben, c'est pas accessible partout. Mais en recherche, il y a beaucoup de spécialistes au Québec. Donc, si on peut faire des allers-retours, ben, ça va permettre ça, etc. l'IRM et plein d'autres biomarqueurs, etc. Donc, l'idée là-dedans, elle est vraiment là. Après, c'est le format. Comment on rend nos résultats de recherche transférables vers la clinique pour qu'ils soient pertinents pour le clinicien. Ça, c'est autre chose aussi. Et ça, c'est à retravailler. Parce qu'on ne sait jamais comment la rendre pour qu'elle soit cliniquement intéressante. Est-ce qu'on la rend brute? Est-ce qu'on la rend nettoyée? Interprétée ou pas interprétée? C'est là le défi. Est-ce qu'avant de parler ou de penser à comment on fait le transfert nécessairement de juste les données, est-ce que ça serait utile, peut-être ce n'est pas, juste de penser comment on fait en sorte qu'on peut mieux communiquer ensemble? Parce que, on communique sur des projets de recherche, mais est-ce qu'il y a une ouverture ou est-ce que ça serait utile? Peut-être que si on commence à avoir, par exemple, des réunions où les chercheurs présentent des choses qui seraient peut-être utiles en clinique, les cliniciens présentent des problèmes, des challenges qu'ils ont dans la clinique. Oui, oui. Je pense que après, oui, tu réponds au travail. Et en effet, ce qui se fait, je suis très content que c'est ce que c'est le quotidien ici à l'Institut. Il y a des réunions collaboratives, souvent nous sommes invités à participer dans des réflexions, dans la création de quelques projets qui vont d'intérêt à la clinique pour donner notre perspective qui est un peu comme un proxy pour l'expérience du patient, surtout pour les chercheurs plus jeunes qui voient la problématique plus en un angle théorique, qui permet d'intégrer l'expérience du patient. Et il y a aussi, par exemple, quand il y a un projet qui se déroule à la clinique, on demande que le chercheur présente le projet avant et qu'il présente aussi ces données après. Ça permet aussi à nous de connaître la valeur de cette participation et d'obtenir des résultats intéressants à appliquer. Et il y a certainement ce rapprochement grâce à des initiatives de subventions annuelles, des projets de recherche qui viennent joindre les intérêts de cliniciens et le savoir-faire des chercheurs dans cette mariage intéressante de projets pratiques qui ont un impact sur le quotidien de nos patients. Oui, je pense que je vais dire quelque chose. ça, je me suis dit, c'était le enthousiasme. Ah oui, c'est très bien. Il y avait, il me semble qu'il y avait une autre série de réunions il y a un certain temps. C'est ça que je pense. C'est parti. Où chercheurs et cliniciens faisaient exactement ce que les écrits. Ce serait bien pour les reprendre. Je pense que ça l'aiderait à créer une culture. Et là, je sais que ça se fait présentement projet par projet, mais ça créerait une culture où les chercheurs, on écoute les cliniciens aident les chercheurs. Et possiblement, si ces réunions sont ouvertes, ça aussi, ça commence à créer une culture qui se propage à travers les étudiants, à travers les postdocs. Ça perpétue, parce que je pense que commencer est un mot Oui, qui est bien dépassé déjà Oui. dans les aspects de collaboration, les projets de recherche, Oui. les CAREC par exemple, les cafés, les rencontres se font. Mais vraiment le promouvoir et le renforcer est avantageux pour tout le monde. Je pense que si je peux rajouter, ce qui est peut-être le plus grand défi pour les chercheurs, c'est de parler, de savoir parler ou traduire son résultat. Une vitesse de marche, je prends une vitesse de marche, mais en fait, je peux prendre n'importe quoi. Un test d'IRM, ça donne plein de données, mais comment je le traduis à un médecin qui le veut, pas en données brutes, mais en données cliniques? Est-ce que si j'ai une amélioration, si je vois qu'il y a un effet significatif de mon intervention, est-ce que cliniquement ça fait du sens? Donc redonner du sens clinique à la donnée, c'est pas tout le monde, puis peut-être que ça, nous on essaye de le mettre, puis c'est là où on partage nos données, où on a des données de recherche qui ont tout de suite une donnée clinique, avec une interprétation clinique, mais c'est pas tous les tests qui existent, mais ça pourrait être un travail. Et je pense que ça, c'est un travail dans la recherche qui n'est pas facile pour tous les chercheurs d'aller chercher quel est le sens clinique de ma donnée? Est-ce qu'elle a un sens clinique? Est-ce que ce test-là a même un clinical, meaningful, un sens clinique?
ou pas, ou est-ce qu'il n'est pas si pertinent que ça. Et ça, c'est un vrai travail qui est intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller intéresser nos cliniciens à dire, ben oui, il y a de l'intérêt dans cette mesure-là, parce qu'elle m'aide dans mon diagnostic. Peut-être, il faut rebondir là-dessus. Ce qui est intéressant de se mettre parfois tous autour de table, de poser des questions sur la base de cas pratiques concrets. C'est aussi de se souvenir de la différence entre la vision parfois dans la recherche où on est sur une donnée, une valeur, la vitesse de marche, par exemple, le score au MMSE, par exemple, le pi-tau 217, par exemple. Alors qu'en pratique clinique, on ne s'intéresse pas à une valeur, mais on les croise. On se pose la question, OK, sur tes marqueurs hépatiques, sur tes enzymes hépatiques, tu as ton ALT qui est monté, mais pas ton AST, puis je vais regarder ta numération, ta formule sanguine complète, puis je vais aller regarder ce qu'il y a, puis je vais... Et en fait, nous travaillons en clinique à la croisée des données parce qu'il n'y en a jamais une seule. Tandis que le travail du chercheur va plutôt être de pousser la pointe de sa donnée. Et donc, à ce moment-là, on a un enjeu qui est celui de comprendre ensemble comment ces données se parlent et non pas quelle est la donnée pertinente. Juste, OK, je te donne la parole après et après l'une, mais juste vous dire, les gens en ligne, si vous voulez faire des commentaires ou faire partie de la discussion, vous pouvez juste soulever la main et on va vous ouvrir la caméra et le micro. On a aussi une question. Oh, on a une question. OK, on demande ça, c'est quoi? Alors, je m'excuse pour la prononciation de son nom de famille. MP Janaïl Hak. Marie-Claire Janeliak. J'ai rencontré l'anthropologue Anna. Comment les entreprises qui développent des technologies ont accès aux données, aux résultats qui remontent? Tu peux le dire plus fort? Oui. Comment les entreprises qui développent les technologies ont accès aux données, aux résultats qui remontent de leurs outils? Sont-ils intégrés dans les projets de la plateforme Open Science ou peut faire évolution à leurs outils au développement? Alors, je demande comment ça va. Oui, vas-y. Là, moi, j'ai un exemple qu'on a adopté du moins dans le réseau par ouvert, mais je ne sais pas si ça va être. Je pense que ce sera si. OK, mais vas-y. C'est-à-dire que elles y ont, je veux dire, on peut les ouvrir une fois que les accords ont été signés, en fait. Oui. Juste pour contexte, Uri, le directeur de la plateforme COPIN, qui est une plateforme de Parkinson's complètement, qui a des données complètement ouvertes de patients. De participants. Oui, OK, des données. Oui, exact. Oui. On peut les partager, en fait, une fois que les accords ont été signés, on peut les ouvrir. Mais c'est toujours revu par un comité d'éthique, en fait. Ouais, donc en fait, c'est moi mon rôle sur le comité là avec Envisage, Ivaso Bichat, c'est pas mal de aller pousser là-dedans et voir dans quelle mesure certaines des données qui sont collectées dans des projets en partenariat avec les entreprises pourraient potentiellement faire partie d'une banque de données telle que Caribou, mais il faut s'adapter aux réalités. En fait, souvent ce que les entreprises ont l'air d'amener, c'est justement l'expertise en gestion de données. Tu sais, ils ont leur propre outils et systèmes de stockage. Donc, ce n'est pas clair que ce soit nécessairement généralisable, mais au cas par cas, on peut essayer d'aller par là. Et puis, je voulais aussi rebondir sur ce qu'il disait au niveau des stratégies de communication. C'est qu'à l'Institut neurologique de Montréal, ils ont des discussions de cas où ils l'ont fait pendant des années. C'était vraiment une pratique importante. Évidemment, avec la fin de l'hôpital Royal Vic, en tout cas sa réorganisation dramatique, il y a eu des changements. Mais l'idée, c'était vraiment que les chercheurs soient là, participer à ces discussions intégratives et d'interprétation de données, et vraiment dans une perspective de pratique clinique à flux tendu, et pas simplement en fin d'un projet de recherche, à quel point les conclusions de projet de recherche sont réutilisables. Là, c'est d'amener l'expertise de recherche dans le cadre de la discussion clinique. Et ma compréhension, c'est que ça, c'est pas vraiment quelque chose que nous, on a fait à date. Mais je crois que ça s'est fait déjà. Non, pas exactement comme ça. Il y avait
des réunions. Mais non, j'avais donné l'exemple de Cagliari, où moi j'étais dans le département de neurologie là-bas. Et en fait, les conférences des semaines, c'était 2 heures. 1 heure, c'était souvent un conférencier invité ou interne scientifique. Et 1 heure, c'était justement un cas clinique. Et il y avait à la fois des chercheurs et des cliniciens. Mais bon, il faut trouver les 2 heures. Oui, bien sûr. Mais ça peut être alterné. Ouais. On n'est pas obligé de faire les 2 heures. Est-ce que vous pensez que les cliniciens auraient un intérêt parce que... Certainement. Ouais. Oui. Je sais que vous faites un peu déjà, avec l'arrivée d'Alexa Pichet-Binette et les biomarqueurs, je sais qu'il y a de très, très bonnes lignes de communication un peu. On a, et on les a déjà eu Ouais. aussi dans le passé. En effet, Et Chantal Dumoulin. quelques-unes de nos réunions en clinique de cognition sont destinées à recevoir des chercheurs qui viennent présenter ce projet, ses résultats et l'impact intéressant que ça pourrait avoir sur notre pratique. Donc, il y a déjà à l'occasion, mais pas de cette ampleur. Je pense que c'est bien intéressant. Ça demanderait vraiment une organisation beaucoup plus détaillée, mais ça On n'est pas obligé de faire ça. bien intéressant de pouvoir le faire. Ouais, on pourrait même commencer une fois par mois. Mais il y a un moment où c'est tous les médecins de l'Institut qui viennent. Moi, je suis allée déjà présenter mes projets de recherche le jeudi à midi. Le matin à 8h, je veux dire, très tôt, 8h, 8h30. Je pense que c'est Dan, à un moment donné, qui coordonne ça, où les chercheurs sont invités. Puis là, il n'y a pas juste les gens de la clinique externe, il y a tous les médecins qui sont impliqués dans ce soin-là. On vient d'avoir une intéressante, C'est ça, le monde de l'imagerie et du Nord. Mais ce mariage avec des cas cliniques, ça me une couche de plus. Ça pourrait que le format soit un peu plus court de présentation du chercheur pour ouvrir, sans retarder le temps, parce que le temps est toujours là, vu que la case horaire, elle existe. Et ce mariage, juste pour dire, ce mariage, c'est quelque chose que plusieurs d'entre nous qui ont été au MNI, qui ont été arrivés, on a vécu. En effet, moi, en tant qu'étudiante, c'était incroyable cette expérience de pouvoir faire partie de ces discussions et de comprendre l'impact que ma recherche peut avoir en clinique, aussi de comprendre les cas cliniques. Et ça, une façon de se rappeler l'importance de ce qu'on fait en recherche. Des fois, on est en silo au plus loin de la clinique et on oublie que ce qu'on fait va avoir un impact super important. Et essayons de mettre sur place des présentations pilotes. Je pense qu'il y a deux discussions. Parce qu'en fait, il y a des présentations pilotes, puis c'est super intéressant. Puis avec un format un peu plus de type présentation. Mais il y a aussi le simple fait d'avoir des réunions consensus, comme on a parfois pour discuter de situations un peu complexes sur lesquelles le diagnostic n'est pas évident. Et où à ce moment-là, de ce que je comprends, c'est aussi ça qui était fait au MNI, c'est d'avoir à ce moment-là la possibilité d'avoir des chercheurs qui assistent à la conversation et qui simplement, de par leur expertise scientifique, vont pouvoir apporter des éléments quand on se dit « Oh ouais, mais là, j'ai regardé l'IRM, le compte-rendu, il nous dit que… » Puis qu'on a quelqu'un qui nous dit « Ouais, mais en fait, dans le monde de la recherche, ça veut dire ça, ou je sais pas moi, le biomarqueur, je sais pas quoi en penser, ou la vitesse de match, ou de venir nous apporter une expertise de pointe sur le domaine scientifique qui contribue à venir éclairer notre prise de décision clinique. » Et je pense que c'est deux choses comme ça, moi, que je pensais. Ouais. C'est une discussion que je pense doit se poursuivre et que l'on fait déjà un petit peu, mais qu'on peut formaliser. Je pense que c'est quand même très intéressant. Ça serait très. Ce serait, moi, ce dont je pensais inclure ça, je ne sais pas si c'est seul pour ça. Okay. Ça, je pense que ce serait une action concrète après cette réunion, cette table ronde qu'on pourrait essayer de mettre en place. Et je pense que c'est beau de voir que tout le monde est tous d'accord qu'on pourrait faire ça. Et surtout vous, Dr. Clapando, parce que vous avez vraiment le chapeau de clinicien ici et de savoir que les cliniciens, ça pourrait les intéresser. Alors, j'ai d'autres questions, si vous voulez. J'ai une question pour l'une. En effet, parce qu'on passe à travers. J'ai plein de questions et c'est bien parce que naturellement, on passe à travers les questions. J'adore. Quel principe de la science ouverte, genre fair, transparent, interoperability, pourrait inspirer la façon dont le réseau de santé gère et valorise ces données? Tu as touché très vite dans ta présentation, mais. Oui. OK. Ce que j'observe,
c'est que la plupart des grands instituts de santé au Québec maintenant ont mis en place en fait des lacs de données où ils essayent d'agréger et de permettre la transparence et la réutilisation, notamment dans le cadre de projets de recherche, mais parfois des recherches très, très, très appliquées. J'ai l'impression que nous, au niveau du SUS, on n'a pas ça encore. Donc moi, je dirais que il y aurait, je pense, un intérêt. Je sais que ça a été des conversations qui ont été prises, et puis il y a des réalités diverses, parce que là, on parle du CREGM, c'est certain que le SUS, c'est plus large que juste le CREGM. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, moi, ce que je décris fait même du sens pour certains des sites de santé qui sont gérés par notre SUS. Donc, voilà. Maintenant, les technos exacts que nous, on propose, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas adaptées. Le monde de la clinique, ils ont déjà leur propre format, leur propre pratique. Et puis moi, je suis un peu les initiatives qui sont notamment au CHUM. Et puis c'est d'autres standards complètement. Parce que ça veut dire qu'on ne pourrait pas essayer de s'adapter et puis de créer des ponts, clairement. Mais ça me semble être éloigné en fait de ce qu'on met en place là aujourd'hui à l'automne. Est-ce que tu penses qu'il y a une importance de vraiment cette création de ponts pour ne pas avoir deux systèmes complètement indépendants? Ben, On ne dit pas qu'on va refaire le système du CIUS, c'est pas du tout ça que je dis, mais juste ici à la clinique pour avoir des systèmes qui sont des bases communicantes. Absolument. Et puis ben, là, on essaie vraiment d'offrir en fait notre plateforme IRM dans le cadre des soins au niveau de l'Institut. Donc les IRM faits dans le cadre de la clinique soient faits en fait dans notre IRM de recherche et potentiellement les gens disent ah bah oui, moi je serais intéressé à ce que ce soit dit pour de la recherche, que ça aille dans le domaine de la recherche. Et déjà on a cet enjeu-là parce que au niveau de la clinique, les radiologues ils vont utiliser un système PACS. Donc ça veut dire que nous, il faut qu'on soit capable d'interfacer avec ce système PACS. Donc c'est un premier défi très très concret, on y travaille. Et puis si on arrive à résoudre celui-là, eh ben, on passera au suivant. J'avais une question à ce propos, Lune, parce que je disais avec et sans ironie le fait que nos données, nos notes maintenant sont informatisées. J'imagine, puis tu as bien compris, ce n'est pas du tout mon domaine, mais que l'évolution des systèmes de langage peut aussi permettre d'aller extraire un certain nombre de données cliniques de façon relativement automatisée pour aller alimenter une base de données. Et que ça peut être un pont. En plein ça. Donc en fait, les techniques d'ingestion de données dont je parlais, ça peut ressembler à ça. Ça peut d'aller prendre un rapport comme de forme libre et le transformer en un rapport structuré avec des échelles. Et effectivement, les modèles de langage permettent de faire ce genre de choses. Il y a toujours des étapes de contrôle qualité à réaliser, évidemment. Mais en fait, c'est typiquement, quand je parle d'une procédure d'ingestion de données, c'est à ça que je pense. Et cette procédure aussi va avoir peut-être des tests, peut-être qu'il y a des éléments peut-être plus personnels ou des sites qui ne devraient pas être dans la base. Et on veut aussi être capable d'attraper ça. Et peut-être, juste pour rassurer, juste pour rassurer que ça, dans le contexte d'un IA, parce que récemment dans les médias, on parle beaucoup de IA et comme des données qui partent vers l'extérieur, mais dans ce cas, les données resteraient ici au CRUGM et à l'UGM. Les modèles, les processus entièrement à l'interne et entièrement sous le contrôle des personnes qui doivent être en charge. On ne parle pas du tout de mettre des processus en place qui seraient en dehors des chaînes de décision existantes. On veut être capable d'aller chercher l'accord de toutes les personnes qu'on décide qui doivent donner un accord. On va parler du CHUM, mais tu peux aller dans la citadelle. Tout à fait. Okay. Donc, eux, ils ont donc ils sont là depuis quelques années. Donc, est-ce que vous avez collaboré ou comment vous... Tout à fait. Alors, moi, j'ai déjà collaboré avec l'équipe Citadel par le passé. Et en gros, leur modèle d'affaires, c'est qu'ils ont centralisé les données acquises à l'hôpital et qu'ils offrent pour de l'argent de préparer ces données-là pour des projets X ou Y. Et ça marche très bien parce qu'ils acquièrent énormément de données extrêmement précieuses. Donc, il y a plein de gens dans leur communauté prêts à investir pour réutiliser ces données-là. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est un modèle qui s'applique à notre réalité. Et j'ai aussi l'impression, si tu veux, que les technos qui bâtissent, avec lesquels ils bâtissent, nous, on a quelque chose qui peut faire ça et même plus. Donc, voilà.
Donc, si tu veux, je pense qu'on peut essayer de bâtir quelque chose comme ça, mais que notre force, elle est plutôt en termes de des plateformes de recherche innovantes, le contact avec la communauté, et puis créer ce lien avec notre communauté clinique, que véritablement valoriser les données acquises par nos parcours cliniques. Juste, c'est ça, une question d'échelle et puis une question de la nature des soins qui sont donnés. C'est des grosses données génomiques, c'est-à-dire eux, ils ont des grosses On a aussi beaucoup de données sur ça. Allez-y, passez. Il y avait l'événement du réseau santé numérique, là, il y a quelques semaines. En effet, il y a un peu chaque SUS ou même des hôpitaux comme Saint-Justine ou Cushing ont leur propre façon d'aller fouiller dans ces données-là. Ce qui est aussi transparaît, c'est que le réseau de la santé, comme au niveau informatique, est un peu toujours en évolution. Puis il y a le futur déploiement de EPIC qui est supposé arriver, et puis chambouler tout aussi au niveau de la gestion de données qui sera plus centralisée. Peut-être dans un futur, on pourra bénéficier de ce que les autres ont pu faire, au moins, pour l'aspect de fouille de données cliniques. Mais clairement, les utilisations de LLM, etc., elles sont déjà très poussées dans ces autres institutions. Ici, en utilisant des LLM commerciaux, parce que le Santé Québec a des accords avec ça. Si je peux faire un ad hoc là-dessus pour avoir vu la réalité clinique, on va dire, c'est-à-dire d'avoir collaboré avec 5 SUS, 7 hôpitaux différents, et même à l'intérieur d'un hôpital, d'une structure, on va dire, les systèmes informatiques sont complètement différents d'un étage à l'autre. Donc, juste à l'UGM, ce qui se passe au 3e, 4e et ce qui se passe à la clinique externe, ce n'est pas les mêmes systèmes, ce n'est pas la même façon d'archiver, ce n'est pas le même accès, ce n'est pas la même façon de prendre l'information clinique, etc. Donc, travailler sur de la donnée clinique, comparativement à d'autres pays où je suis allée comme la France, où les données sont nationales, avec quand même une uniformité obligatoire, etc. C'est pour ça qu'ils sont capables d'aller chercher des données de santé, entre guillemets, et que les médecins les utilisent comme une donnée très, très précieuse de leur propre recherche. La Belgique a la même chose. Au Québec, juste au Québec, je ne parle même pas du Canada, on est far away de ça. C'est un défi. Je veux dire, travailler à comment je vais intégrer même une application ou un système à l'intérieur d'un truc quand les systèmes ne sont pas les mêmes. Et on ne parle pas de sécurité, on ne parle pas de données personnelles, on n'est même pas là-dedans. Juste l'interopérabilité. Et qu'est-ce qu'une donnée? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il collecte, qu'est-ce qu'est le minimum que collecte une clinique externe de l'UGM versus une clinique externe au CHUM, juste ces deux-là, ben, ce n'est pas les mêmes. C'est même pas les mêmes systèmes. Donc, juste pour parler. Pour contexte, au Canada, les données, pas juste au Québec, mais au Canada, les données cliniques sont la quantité, il y a 5% des données cliniques qui sont réutilisées pour la recherche. En Europe, c'est 95% des données cliniques qui sont réutilisées. Juste pour vous donner, puis ça, c'est un problème au niveau du Canada, pas juste au Québec. Juste pour revenir à la situation avec le CHUM, leur objectif, c'était de proposer un système centralisé qui allait être mis à l'échelle. Et en fait, ce n'était pas les aspects techno qu'on fait que ça a raté, c'était les aspects humains. La réalité, c'est qu'on a un système où chaque institution de santé est un petit royaume avec ses propres prises de décision et que tu ne vas pas y chambouler. Et moi, j'essaierai jamais de toucher à ça parce que vraiment, tu ne pourrais pas me payer pour même essayer. Nous, on va essayer de travailler avec les gens pour les aider à faire ce qu'ils ont à faire de façon efficace. Et puis, s'il y a un moment, le gouvernement québécois nous donne une plateforme nationale centralisée, on postera avec. Mais ça fait suffisamment longtemps que j'entends parler pour pas, je ne retiens pas ma respiration. Il y a un renouvellement. C'est sûr qu'avec ce qui se passe avec les États-Unis, il y a un peu un renouvellement de cette idée d'être séparé des États-Unis, d'avoir toutes les données ici, mais on va voir ce que ça donne effectivement. Peut-être un élément intéressant, qui j'avoue mal connaître la législation québécoise et canadienne qui notamment a changé l'année dernière, mais un élément intéressant, c'est qu'en France, une bonne partie des données acquises en milieu hospitalier sont considérées comme pouvant être utilisées pour la recherche sous réserve d'une non-opposition. C'est-à-dire qu'en fait, à moins d'expliquer qu'on ne veut pas que les données soient réutilisées, elles peuvent l'être. Ouais. Alors qu'on a un enjeu, puis je sais que la loi a changé récemment sur l'accès aux données de santé, j'avoue, je la connais mal, mais ici, si on a des données collectées dans un template quelque part et puis qu'en fait on veut les utiliser, s'il n'y a pas un accord éthique, en fait on ne peut pas le faire. Donc il y a une forme de frein à l'utilisation des données collectées en comparaison.
Je pense que c'est quelque chose qui est très important et qui dépasse ce qu'on peut discuter ici, mais ce type de loi de sécurité des données est très important, même au point tel que, par exemple, nous travaillons quotidiennement avec des logiciels qui nous permettent d'avoir accès à des examens de laboratoire, des données d'imagerie en clinique, et il est clairement interdit, c'est la première chose qui s'ouvre quand on accède à ce type de documents, c'est complètement interdit de les utiliser pour d'autres personnes qu'en clinique. Même si tu n'es pas le patient, le médecin qui est directement en lien avec le patient, tu ne peux pas le consulter, tu ne peux pas consulter tes propres données et dans vie, ça ne peut pas être utilisé pour la recherche de plus. Donc, il faut qu'il y ait quand même un cadre législatif qui facilite le partage des données, qui vient au-delà de les accords à l'interne, dans le cadre d'un projet de recherche. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui frustre plusieurs personnes. J'ai récemment une conversation avec Rémi Quirion et des gens à la PRQ, et c'est clair que c'est des enjeux qui sont très frustrants. Oui, je te laisse faire le dénouement de commentaires. Après, j'ai une question à large pour finir. Il y avait une loi récemment qui nous aurait permis de faire ça à la discrétion de l'un ou du PDG. Ça nous aurait permis de faire ça pour les données cliniques internes de ton structure. Ceci dit, ne me prenez pas au mot là-dessus, il me semble que la nouvelle loi 25 a contredit certains de cette possibilité-là. Je ne sais pas exactement que l'on demandé à quelqu'un. Ouais. Il nous reste 2 minutes parce qu'on ne peut pas garder des gens. Et la question, en effet, vous pouvez tous répondre, mais juste en sachant qu'il nous reste 2 minutes. Dans 5 ans, lorsqu'on est assis autour de la table et on parle de collaboration, la co-création entre la clinique et la recherche, ça ressemble à quoi? Manuel, je sais pas. 5 ans. Ouais. C'est quoi la vision? Vers quoi on pousse? Je pense que c'est tout ce qui était déjà bien mis en place ici, qu'il a vraiment un aller-retour de 2 patientes de ces données dans les 2 pôles, à la fois que ceux qui arrivent en recherche facilitent le déroulé de la clinique et l'envers aussi, c'est le partage des données, et même idéalement une seule environnement numérique qui peut permettre d'avoir accès à l'ensemble de l'information, quoi que ce soit, si c'est obtenu ici ou dans un étage ou dans un de nos cabinets, qu'il soit accessible pour différents objectifs. Cette vision horrible, puisque tu es le directeur scientifique du CREUM, tu es dans une position unique aussi pour aider à... Qui sait? Je suis d'accord avec ce qui a été dit, j'ai comme un exemple dans ma tête, je pense que ce serait, je ne sais pas, l'une croise le docteur Pinal Pando, et puis lui dit, ben, on a roulé cette analyse de segmentage sur patient 24 et on l'a comparé à notre base de données, machin, et puis il y aurait peut-être une inquiétude à avoir. Ça, c'est dans un sens, et puis il pourrait y avoir un autre sens. Et pour complémenter la vision, en fait, il y aurait un mécanisme que tu aies un rapport standardisé. Quand toi, tu t'intéresses au patient 24, tu as cette donnée-là, et puis on a eu l'occasion de se rencontrer, puis tu as une question, ça vient d'où, et puis est-ce que je peux vraiment y avoir confiance? Et puis on peut discuter de comment ça peut impacter ta décision vraiment. Ça, ce serait vraiment super. Je vais prendre la parole, on n'est pas assez de temps, fait que je vais juste faire ça short. J'ai rien de plus à dire, là, je veux dire, je suis aligné avec la vision. On rajoute les capteurs de l'appartement intelligent et rapide, puis on a un plus génial. Ouais, moi je pense que l'historique déjà de collaboration, notre volonté actuelle va certainement faire que peut-être l'UIGN avec son CRUGN, donc le I et le U, vont devenir peut-être un modèle en vieillissement. Puis c'est ça que j'espère qu'on sera dans 5 ans, un espèce d'incubateur de bonnes pratiques et de sciences ouvertes pour le reste du vieillissement. Si vous permettez, dernier point, madame. Vous avez le dernier point. C'est ce que j'aimerais, c'est vraiment que la clinique soit une extension de le transfert de connaissances qui sont obtenues de la recherche et que ce que vous avez obtenu comme un résultat intéressant puisse avoir un espèce de projet pilote d'implantation dans chacun de vos projets pour réalimenter notre pratique clinique dans les missions de l'innovation. J'adore.
Écoute, on est à 2 minutes, on a 1 minute passé de temps, juste dans l'intérêt du temps. Ceux dans la salle, on peut continuer à jaser, mais c'est sûr, ceux en ligne, si vous devez partir. Écoute, merci à tout le monde d'avoir pris le temps. Je sais que vos horaires sont très occupés, surtout en novembre. Pour les gens en ligne, pour les gens ici, c'était très enrichissant de voir qu'on avait vraiment une représentation de l'IUGM, du CRUGM, de la DER, du CCSFTL, un peu plus à large. Et je vois plusieurs professionnels de recherche, des étudiants, des gens de l'administration. Alors, ça fait du bien de voir qu'on va tous être impliqués dans ces projets, non seulement de la science ouverte, mais d'ouverture et de collaboration. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Bye. Je ne sais pas si vous avez, je sais que tout le monde va sûrement un parcours chargé, mais Jenny, est-ce qu'on est encore en ligne? Oui. Ça.